J'ai très souvent dit, sur le ton de la boutade, plus tard, mon fils, ou ce sera un génie, ou il sera fou. Leur enfant souffre de troubles psychiatriques. Christophe souffre de schizophrénie. C'est un état latent et qui se déclenche, en général, à l'adolescence. Vous le retrouvez dans une pièce, dans le noir, avec les bras en l'air. Il fait des mouvements, on ne sait pas. On avait l'impression, des fois, qu'il s'adressait à quelqu'un. Tout s'est enchaîné très vite, c'est-à-dire qu'il a commencé à me dire qu'il entendait des voix, qu'il avait des hallucinations, qu'il voyait des gens, des ombres, etc. Certaines ont même dû le faire interner. Lorsqu'on l'a amené de force, on va dire, il s'est retourné vers nous, son père et moi, et il a cru qu'on le laissait tomber, quoi. En fait, il n'a jamais été volontaire, donc je n'ai eu que cette solution. Mais comment ces mères supportent-elles de voir leur enfant sombrer dans la folie? De voir cet enfant qui devient quelqu'un d'autre, qui n'est pas du tout celui qu'on avait imaginé, et on a peur pour lui. Quand il allait mieux, ça allait mieux. Quand il allait mieux, j'allais mieux. Et puis quand il allait pas bien, voilà. Après, sa souffrance, c'était ma souffrance. Et quel espoir leur reste-t-il? C'est fou, c'est comme si on avait réussi à ouvrir une fenêtre positive sur l'avenir. Tu t'es reconstruit. Bonjour à tous, merci de votre fidélité et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. Dans le cadre de la semaine spéciale En avant toutes, organisée par France Télévisions, nous avons aujourd'hui décidé de mettre à l'honneur des femmes et plus particulièrement des mères courage. Ces mamans ont accepté de venir aborder un sujet que bon nombre de parents préfèrent généralement taire, celui des troubles psychiatriques de leur enfant. Hallucinations, paranoïa, bouffées délirantes. Elles vont nous raconter de quelle manière elles se battent au quotidien contre une maladie qui a transformé leur enfant. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez Caroline. Son allure androgyne avait suscité beaucoup de réactions sur notre forum il y a un mois. Aujourd'hui, elle nous réserve une grande surprise dans l'histoire continue. Mais d'abord, ouvrons notre première partie quand leurs visages s'assombrissent et intéressons-nous au témoignage d'Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour. Evelyne, vous êtes la maman de Christophe qui aujourd'hui a 37 ans. De quelle maladie souffre-t-il? Christophe souffre de schizophrénie. Donc une maladie qui s'est déclenchée suite à, disons, une prise de drogue, notamment du hashish. Voilà. Il nous rejoindra en deuxième partie d'émission, Christophe, mais d'abord on va remonter dans le temps pour comprendre comment vous avez assisté au fil des années au ravage de la maladie de votre fils. Quel petit garçon était-il durant son enfance, puis son adolescence? C'était un petit garçon normal qui a été un très bon élève dans le primaire, dans le secondaire. Il a passé un bac avec mention. Et un bac d'art plastique, puisqu'il a une passion qui est la peinture. Et il a présenté le concours de l'école des Beaux-Arts. Et donc il a réussi et il a fait l'école des Beaux-Arts. Donc plutôt brillant à l'école. Quel genre de personnalité? Un peu introverti, épanoui, ouvert aux autres? En tant que fils unique, on aurait pu penser qu'effectivement, il aurait pu être introverti, mais il ne l'était pas du tout. Il avait des petits copains, il a fait même du théâtre. Alors, il faisait du tennis comme activité principale et il faisait du théâtre jusqu'à l'âge de 14 ans. Voilà. Vous parliez de drogue tout à l'heure. Quand il était adolescent, vous avez eu des soupçons? Non. Aucune prise de drogue. Jusqu'à 18 ans, il n'avait jamais fumé. À 18 ans, il a considéré qu'il était adulte et que je n'avais pas de droit de regard. Je n'avais plus le droit de regard sur la manière dont il avait à se comporter. Et donc, à partir de là, j'ai eu moins d'emprise, j'ai même plus d'emprise pour, disons, essayer de l'en empêcher de toucher à
ce poison, parce que je considère que pour lui, ça a été un poison. Et ensuite, écoutez, j'ai essayé, seule, de combattre, parce que j'ai combattu, mais il y a 15 ans... De combattre quoi? Combattre le fait qu'il s'adonnait à cette drogue. Je me rendais compte, en fait, qu'il était dans des difficultés de raisonnement. Il en est arrivé jusqu'à avoir des hallucinations. Quel genre d'hallucinations? Les hallucinations, le regard des autres importait énormément. Et il avait l'impression, quand il était à l'extérieur, que les gens le regardaient d'une drôle de manière et qu'on le jugeait. Et que, je pense qu'il avait une très très peur donc, de ce regard des autres et qu'il se renfermait sur lui-même. Comment vous tentiez de faire face à ce comportement irrationnel de votre fils? Il faut dire que je me suis trouvée désemparée, que j'ai essayé de penser dans un premier temps qu'il fallait lutter. Je suis même allée donc, au commissariat. J'avais des post-it sur lesquels il y avait des numéros de téléphone, donc je pensais qu'on lui livrait certaines de ces substances et que je m'étais dit qu'il fallait vraiment que j'agisse pour stopper cet enfer. En fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont entendu, qui m'ont dit que je n'avais pas tellement de solutions. Et notamment, si vous voulez une anecdote, c'est que quand je suis arrivée au commissariat, j'ai rencontré un inspecteur très sympathique qui a ouvert son tiroir et qui m'a montré des paquets de hashish et qui m'a dit « Madame, on met des mois avant d'arrêter les personnes et puis vous voyez, et puis on les retrouve dans la rue très souvent après, peu de temps après, donc je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de solution à vous donner. » Donc je suis repartie, disons, un peu désemparée, je vous avoue. Et puis donc les hallucinations persistantes, avec l'aide d'un ami médecin, j'ai envisagé l'HDT, avec le conseil donc, de celui-ci. Donc là, c'est l'horreur. Alors, HDT, c'est hospitalisation? À la demande d'un tiers. D'accord. Et le tiers, c'était moi, qui devais signer. Bien entendu, avec la signature du médecin traitant qui s'était rendu compte de l'état dans lequel se trouvait mon fils. Mais là, lorsqu'on fait cette démarche, il y a en présence du médecin, il y a les pompiers, il y a la police qui viennent. Ça doit être très culpabilisant de devoir en arriver là pour une maman. C'est vrai, c'est très, très culpabilisant. Ouais. Et lorsque votre fils, disons, se rend compte vraiment de cette situation, parce que j'avais essayé de négocier, entre guillemets, avec lui pour lui demander d'accepter une hospitalisation dans une clinique. Et en fait, il n'a jamais été volontaire, donc je n'ai eu que cette solution. Donc il a été hospitalisé? Oui. Et les conditions d'hospitalisation ont été... Donc dans un hôpital terribles. Psychiatrique? Oui. Interné. Et en loge, on va dire, c'est une loge, ça s'appelle comme ça, ça s'appelait comme ça pour la première fois. C'est-à-dire qu'on n'a aucun vêtement. Donc le patient est en pyjama toute la journée, pendant un certain temps. Et puis, par exemple, pour les repas, on leur donne simplement une cuillère. Il n'y a pas d'autres ustensiles, pas de fourchette, pas de couteau, pour ne pas effectivement qu'il y ait de problème au cas où il y aurait de la violence. Voilà. Et donc, ces jours servent à stabiliser. En fait, ils sont tous ensemble, quoi, quelle que soit leur pathologie, c'est ça? Voilà, c'est cela. Il y a effectivement... Et il a été interné combien de temps? La première fois, ça a duré... plus d'une semaine. Presque non, mais ça avait duré plus d'une semaine. Est-ce qu'on vous a parlé de schizophrénie la première fois? Non, on n'a pas pu mettre de diagnostic sur ses symptômes. On vous disait quoi? Bouffées délirantes? Exactement, c'était des bouffées délirantes. C'est ce qu'on m'a dit au départ, oui. Et donc là... Donc au bout d'une semaine, il est revenu chez vous? Non, il n'est pas revenu chez moi. Il y a une sortie prévue dans un service autre de psychiatrie. À ce moment-là, je pense qu'on essaie de voir quel comportement a le patient avec les autres. Et puis, on essaie d'évaluer avec un traitement, déjà, un premier traitement pour calmer, pour apaiser, disons. Ensuite, je pense que le psychiatre qui l'a pris en charge, dans le service dans lequel il a été mis, a choisi, choisi certainement avec une équipe. Il y a eu un traitement qui a été donc mis en place. Et c'était un traitement lourd. Et j'ai vu l'évolution des traitements depuis cette période, depuis 15 ans.
Le premier traitement avait des effets secondaires, disons, des effets de déstructuration, des effets de gestes qui faisaient même jusqu'à baver, des choses comme ça, au niveau des effets secondaires qui sont traumatisants pour la personne humaine, mais pour la mère, pour ce que l'image que le patient peut renvoyer ou que son enfant peut vous renvoyer. Donc ça veut dire que les traitements, il ne les a pas toujours pris? Alors ça veut dire qu'il a passé un certain nombre de jours dans ce service où il a été stabilisé. Il est ressorti, il n'avait plus d'hallucinations, mais il fallait donc que le traitement soit poursuivi. Donc il y a eu une prescription avec une infirmière à domicile pour le traitement. Ce qu'il a fait le traitement a été pris pendant des jours avec donc la venue de cette infirmière qui faisait le pilulier pour la journée. Mais bon, il s'est trouvé que quand on a 22 ans et qu'on a des petites copines et des copains, c'est très dur d'avoir à prendre un traitement lourd et de donner l'image de quelqu'un qui est malade et qui doit passer par un tel traitement. Voilà. Donc il y a eu abandon du traitement. C'est-à-dire qu'il a dû refaire des séjours à l'hôpital? Et oui, quelques années plus tard. J'ai encore pris la décision, avec l'aide du médecin référent, d'envisager l'HDT, alors que je m'étais engagée à ne plus jamais recommencer sur la demande de mon fils. Et moi-même, pensant que jamais plus je ne le referais. Et deuxième HDT, là aussi encore, pas grande souffrance pour lui et pour moi. Est-ce que cette fois-ci, on a établi un diagnostic? La deuxième fois, oui. On a établi le diagnostic de schizophrénie. Quoi? Schizophrène. Oui, schizophrénie, oui. Donc, il a finalement quitté l'hôpital au bout de combien de temps? La deuxième fois, il est resté 5 semaines. Et donc, il est sorti équilibré. Oui. Toujours avec un traitement lourd, avec une prescription d'un infirmier. Voilà, pour la prise du traitement. Et puis, avec la prise de conscience, lui, en tant que patient, la prise de conscience qu'il avait une pathologie, mais il était quand même dans le déni de la maladie. Et ce déni, en tant que mère, c'est très difficile à faire passer, à faire accepter. Alors, vous nous direz tout à l'heure comment son état a évolué, mais d'abord, nous allons saluer notre spécialiste. Bonjour, Daniel Bailly. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, vous vous êtes intéressé notamment à la schizophrénie. Quels sont les différents symptômes de la schizophrénie? Il y a 2 types de symptômes. Il y a les symptômes qu'on dit positifs ou productifs, comme les hallucinations, les idées délirantes, la désorganisation du discours ou du comportement. Et il y a des symptômes qui sont appelés négatifs, comme un émoussement affectif, une inertie, une apathie, un manque d'initiative. Et au fond, les tableaux cliniques peuvent varier en fonction de la prédominance de tel ou tel type de symptômes. Le fils d'Evelyne consommait régulièrement de la drogue. Elle nous disait tout à l'heure qu'il était devenu probablement schizophrène à la suite de la consommation de stupéfiants. Est-ce que ça peut avoir un lien? Est-ce qu'il faut quand même, j'imagine, un terrain... Mais il est clairement établi que le cannabis, comme l'alcool ou les autres drogues, ne créent pas la schizophrénie. C'est-à-dire qu'ils ces expériences d'intoxication peuvent précipiter l'émergence de la schizophrénie chez des sujets qui sont déjà vulnérables. Et c'est ça qui est important de dire. Donc ça peut précipiter, oui, voire aggraver. Bien sûr, une fois que la maladie est enclenchée, la poursuite des conduites d'intoxication sont un facteur de mauvais pronostic parce que d'abord, ça gêne beaucoup l'observance thérapeutique, ça a des interférences avec les médicaments qu'on donne, et puis ça aggrave le processus pathologique. Est-ce qu'on peut en guérir de la schizophrénie? On n'en guérit pas au sens d'une grippe. C'est pas possible. La schizophrénie, c'est une maladie au long cours, c'est une maladie adaptative, c'est souvent une maladie cyclique qui est faite d'alternatives entre des périodes d'exacerbation et des périodes de rémission plus ou moins partielles des symptômes. Ce qui veut dire que quand on traite un schizophrène lors du premier épisode, il faut toujours avoir en tête le long cours. Et au fond, ce n'est pas parce qu'on a apaisé les symptômes lors du premier épisode qu'on a gagné. Et qu'il va falloir travailler sur comment aider l'individu
à repousser au maximum la survenue des autres épisodes et à faire face aux facteurs de stress qui peuvent précipiter ces épisodes. On peut vivre avec. On peut vivre avec, bien sûr. J'imagine qu'aujourd'hui, il y a des traitements de plus en plus appropriés, de plus en plus adaptés. Alors, il y a eu beaucoup de progrès et on l'a souligné dans les médicaments, parce qu'avant, c'est vrai que les neuroleptiques classiques donnaient beaucoup d'effets secondaires, en particulier de type neurologique. Donc, les nouveaux antipsychotiques sont mieux tolérés de ce point de vue-là. Ils ont d'autres effets secondaires, malheureusement, puisqu'ils entraînent parfois des prises de poids importantes. Et chez les sujets jeunes, c'est parfois extrêmement gênant. Mais il faut bien se dire que les médicaments, ça n'aide qu'à améliorer l'adaptation comportementale. Ce n'est pas ça qui va jouer au long terme sur l'adaptation de l'individu et sur le fonctionnement de l'individu. Ça ne se guérit pas, quoi. Ça ne se guérit pas, mais il faut aider l'individu à pouvoir s'intégrer avec ce qu'il est et au mieux possible dans la communauté. Et là, il y a des techniques qui ne sont pas des techniques médicamenteuses. On parlait par exemple de la psychoéducation. Alors, il y a la psychoéducation où on va apprendre à l'individu ce qu'est la maladie, on va l'apprendre à repérer les signes annonciateurs des rechutes, on va l'apprendre à demander de l'aide. Ça, c'est très important de pouvoir le faire quand on est en difficulté. Après, il y a des techniques comportementales qui vont aider l'individu à mieux gérer les émotions, à repérer les situations à risque, des choses comme ça. Et puis, il y a un travail très important à faire autour de la famille. Être interné dans un hôpital psychiatrique où toutes les pathologies sont mélangées, on imagine que ça ne peut pas faire beaucoup de bien, hein. Ça ne fait pas beaucoup de bien et il faut bien se dire aussi qu'on est peut-être dans un pays qui ne fait pas très attention aux sujets malades. C'est vrai pour la psychiatrie, c'est vrai pour l'ensemble des sujets malades. Je crois que c'est encore plus vrai pour la psychiatrie. Je pense qu'on a de très gros progrès à faire dans l'accueil des patients et dans la manière d'envisager. Pour les patients et pour les parents, quoi. Bien sûr, c'est évident. Mais je crois que dans certains services de pédiatrie, c'est pareil. Je crois qu'on n'a pas la culture de se dire que pour un malade, au fond, il faut donner de belles choses. Et que c'est un facteur qui intervient dans l'amélioration des symptômes et de la maladie. Alors, on va saluer Hélène. Bonjour Hélène. Comme Evelyne, Hélène, vous êtes la maman d'un enfant unique, Mathieu, qui a 17 ans et demi. À quelle situation avez-vous été confrontée depuis environ 1 an et demi ? Bien, il a fait ce qu'on appelle une crise psychotique à tendance schizophrène, mais comme l'a dit Evelyne, on ne l'a pas diagnostiqué tout de suite. Donc, suite à ça, il a été hospitalisé. Alors, on va faire un bond dans le passé pour revenir à l'enfance de votre fils. Quels souvenirs gardez-vous de son enfance ? C'était un enfant tout à fait sociable. Il travaillait bien à l'école. Bon, au départ, il avait des troubles de langage, donc il a commencé à être pris en charge tout petit. Ils ont détecté une certaine forme d'autisme, mais là aussi, on posait des questions, mais les médecins sont toujours mettre des freins avant de donner le diagnostic. Et puis bon, après, il a fait une scolarité tout en étant suivi, bien sûr. Alors, il avait quel comportement? Il était plutôt ouvert aux autres, replié sur lui-même? Non, tout à fait sociable, ouvert aux autres, à l'écoute. Il aimait être entouré, avoir des amis. Vraiment, il évoluait. Et en plus, comme il était pris en charge, ça se passait très bien au niveau de sa scolarité, tout ce que... Voilà. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est par la suite, donc suite à ça, à l'âge de 16 ans, donc il a fait cette crise-là. Alors, ça s'est traduit comment, cette crise? Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars 2012, pour situer un peu, avec l'affaire Mera à Toulouse, une affaire d'actualité, il faisait une fixette là-dessus, et puis il me parlait beaucoup de terrorisme, d'armes à feu, qu'on voulait le tuer, qu'il fallait qu'il se cache, etc. Et puis, petit à petit, ça prenait des proportions. Bon, il était suivi par un psychiatre, par un pédopsychiatre. Vous êtes inquiété, évidemment, quand vous l'avez entendu parler de ça. Exactement. En boucle. Et comme il était suivi par une équipe pluridisciplinaire, je l'en aurais parlé. Et en fait, ce qui s'est passé après, ce qui en a découlé, c'est que tout s'est enchaîné très vite. C'est-à-dire qu'il a commencé à me dire qu'il entendait des voix, qu'il avait des hallucinations, qu'il voyait des gens, des ombres, etc. Et bon, là, il parlait quand même, il s'exprimait à l'époque. Et donc, on en a parlé au psychiatre. Ce qui s'est passé, ça s'est passé dans la période estivale. Donc là, pendant 3 semaines, il n'était pas suivi.
Et lorsqu'il est rentré de vacances, où là vraiment il m'a inquiétée, lorsqu'il a repris sa scolarité, on m'a téléphoné au collège en me disant de venir assez vite parce que ce qui s'est passé, c'est il errait dans la cour, personne ne pouvait l'approcher. Et lorsque moi je suis venue le chercher, il n'a pas voulu que je l'approche, il a dit « tu n'es pas ma mère, tu es un homme qui se déguise ». Enfin, il était complètement dans un... Il tenait des propos incohérents et il ne voulait pas qu'on l'approche. Donc il a fallu que j'appelle son père, enfin il a fallu qu'on fasse intervenir d'urgence son pédopsychiatre et il était vraiment complètement perturbé. Il parlait de suicide, il voyait des gens qui voulaient le tuer, qu'on attendait à sa vie, qu'on n'était pas ses parents. Il était dans un... Il avait des bouffées délirantes complètes, quoi, je veux dire. Et donc, suite à ça, donc, son pédopsychiatre a décidé de contacter donc, un collègue qui dirige une unité pédopsychiatrique pour le faire hospitaliser. Alors là, bon, donc, suite au diagnostic, ils ont décidé de l'hospitaliser. Et pour nous, ça a été... disons, assez difficile parce que, bon, déjà, il ne voulait pas être hospitalisé. Il disait qu'on voulait le tuer. Il était complètement... Et puis, il y a eu un peu cette notion de culpabilité parce que lorsqu'on l'a amené de force, on va dire, il s'est retourné vers nous, son père et moi, et il a cru qu'on le laissait tomber, quoi, qu'on l'abandonnait. Donc, ça a été un petit peu dur au départ. Et puis, on savait qu'on le faisait pour son bien de toute manière puisqu'on n'avait pas le choix. Il vous l'a dit, ça ? Il nous l'a fait comprendre, il nous l'a dit après. Parce qu'au départ, il était tellement... de toute façon, il ne voulait pas que je l'approche. Et puis bon, suite à ça, bon, il a été quand même hospitalisé 2 mois avec un traitement thérapeutique assez lourd, des neuroleptiques, etc. Donc après, son état s'est un petit peu stabilisé. Il est revenu, enfin, je veux dire, il s'est un peu... donc il nous a... il est revenu vers nous, enfin vers moi surtout. Et... Voilà, donc ça a été une période un peu... un diagnostic, là, à ce moment-là, au moment Alors, de son hospitalisation? lorsque je posais la question à son psychiatre, il me disait qu'il fallait attendre pour établir un diagnostic. Il me parlait donc de crise psychotique, de troubles de la personnalité. Et je lui ai posé cette question en disant, mais comment se fait-il que ça n'a pas été perçu avant? Puisque depuis tout petit, il a des signes. Il dit, mais c'est un état latent et qui se déclenche, en général, à l'adolescence. À quoi ressemblait votre quotidien à cette période? Je ne voulais plus manger, enfin, je me laissais aller complètement par rapport à son état. Je pense que c'était... J'ai subi peut-être un choc émotionnel. On m'a parlé d'anorexie mentale. Et bon, ça a duré une certaine période, et puis après je me suis repris puisque j'ai vu qu'il allait mieux, donc qu'il était bien pris en charge. Tout à fait. Aux états de votre fils? Tout à fait, c'est ça, c'est ça. Quand il allait mieux, ça allait mieux? Quand il allait mieux, j'allais mieux, et puis quand il allait pas bien, voilà. Après, sa souffrance, c'était notre souffrance, ma souffrance. Voilà. Réaction de Daniel Bailly, c'est, j'imagine, un témoignage assez fréquent, ça, de la part des mamans. Je crois que dans le cas, alors, pour toutes les maladies, quand une maladie survient chez son fils, on se sent obligatoirement coupable, parce que ça nous remet en cause dans notre capacité à faire de beaux enfants, dans notre capacité à être de bons parents. Je crois que ce qui est plus compliqué dans la schizophrénie, c'est que le sujet a des comportements étranges et incompréhensibles, et qui dépassent l'entendement. C'est très illogique, et au fond, on est dans 2 univers qui s'affrontent. Et je crois que la grosse difficulté, c'est pouvoir accepter que, ben oui, c'est étrange, mais pour lui, ça a certainement du sens. On n'y a pas accès, mais pour lui, ça a certainement du sens. Et l'accepter, c'est très difficile. C'est d'autant plus difficile qu'on a très envie que ça se calme. Parce qu'on se sent coupable, parce que son fils souffre et parce que c'est difficile à supporter. La forme d'autisme dont on lui avait parlé dans ses jeunes années, ça peut être... Alors, il faut savoir que la schizophrénie, ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est-à-dire qu'il y a toujours des signes, ce qu'on appelle des signes prémorbides, annonciateurs qu'il va se passer quelque chose. Ces signes témoignent d'une certaine vulnérabilité à développer, plus généralement des troubles mentaux ou des troubles psychotiques. Alors ça peut être un retard de langage, un retard psychomoteur, ça peut être des difficultés d'adaptation, ça peut être des troubles de la communication, ça peut être des traits de personnalité particulière. Est-ce que ça peut être, par exemple, des mensonges répétés Pas tellement des mensonges. Dans le cas de la schizophrénie, c'est plus une méfiance, une susceptibilité particulière chez l'enfant, ou des difficultés de communication extrafamiliale, souvent parce que les parents s'adaptent assez facilement aux particularités de communication de leur enfant. Mais
il y a toujours des signes. Alors, c'est Et pas quelqu'un qui se l'autisme. projette dans un personnage en permanence. Ça, c'est plus compliqué parce que les enfants ont des fantaisies imaginatives, beaucoup. D'accord. Et faire la différence entre ce qui est de l'ordre du pathologique et de l'ordre, au fond, des fantaisies imaginatives, plus le sujet est jeune, plus c'est difficile. Et généralement, ces signes ne sont pas très spécifiques. C'est pour ça qu'on a peut-être pu vous parler d'autisme. Or, on sait que l'autisme et la schizophrénie, c'est pas pareil. Diagnostic, souvent. Comment ? C'est pour ça qu'il y a cette errance du diagnostic, Non, souvent. parce que le diagnostic ne peut être fait qu'à partir du moment où les symptômes deviennent caractéristiques. Ouais. Or, dans cette phase-là, les symptômes sont peu spécifiques. Et Alors, y a en général, même... ils deviennent caractéristiques à quel moment? Alors, au moment de ça dépend. l'adolescence? Ça dépend, parce que plus vous êtes vulnérable, moins il faut de facteurs de stress pour déclencher la maladie. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui vont déclencher la maladie précocement. Il y a même des enfants qui déclenchent des schizophrénies. Habituellement, généralement, c'est entre 15 et 30 ans, parce que c'est certainement la période de la vie qui est la plus surchargée en facteurs de stress, et où les modifications biologiques font qu'on est plus vulnérable au stress. Mais il y a des sujets qui peuvent aussi déclencher la maladie beaucoup plus tardivement. Donc c'est compliqué. Donc c'est compliqué. On va saluer Lilia. Bonjour Lilia. Lilia, vous êtes notre invitée à la croisée des chemins. Vous avez répondu à notre appel à témoins car vous êtes aujourd'hui une maman désemparée face à la détresse de votre fils. Vous témoignez anonymement pour le protéger, j'imagine. Quel problème rencontrez-vous actuellement avec lui? Bah, écoutez, mon fils de 18 ans rencontre depuis quelques mois des troubles psychiques. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est complètement replié sur lui-même. Il a cessé tout contact avec ses amis, son entourage. Il y a eu un événement particulier qui a déclenché cette attitude? Écoutez, c'est vrai qu'on essaye toujours d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer à un moment donné. C'est vrai qu'à l'âge de 16 ans, parce qu'il a eu une scolarité aussi tout à fait normale, jusqu'à ses pratiquement 16 ans. Et là, je sentais qu'il manquait de concentration, qu'il n'était plus en phase avec la scolarité. Et donc j'ai essayé de comprendre, est-ce que c'était un mal-être, est-ce que c'était dû à ses relations amicales, est-ce que vous aviez des doutes sur sa consommation de cannabis? Voilà, alors ça, j'avais des doutes, mais bon, les doutes se sont confirmés. Donc moi, je lui avais expliqué qu'il y avait quand même un risque, étant donné que son papa est schizophrène, donc j'ai eu peur. Alors, juste, pardon, une question, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques, justement? Oui. La schizophrénie est déterminée à 40 à 70% par des facteurs génétiques. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc, alors, vous l'avez mis en garde en lui disant que la consommation de cannabis... Il y avait des risques, ça pouvait justement le perturber et qui pouvait glisser dans une sorte de psychose ou autre. Et de lui-même, par la suite, il a compris que de toute façon, ça ne l'aidait pas. Il a dit lui-même, je crois que ça ne m'a pas arrangé. Est-ce que ça avait des incidences sur ses résultats scolaires? Écoutez, je pense, parce qu'à un moment donné, il était beaucoup plus passif. C'est-à-dire qu'il rentrait, il se dépêchait en vitesse de faire ses devoirs, il n'était pas du tout concentré, il fallait tout le temps le reprendre. Donc, on a décidé d'un commun accord avec le lycée que ça ne servait à rien, puisqu'il manquait souvent. Il n'y allait pas. Moi, j'étais tout le temps en prise avec eux. Je me rendais au lycée 2 fois par semaine. Je les appelais. Mais qu'est-ce qu'il faisait au quotidien qui vous inquiétait? Vous le surpreniez parfois dans le noir, dans sa chambre? Il était moins avec nous. C'est-à-dire que les liens familiaux commençaient un peu à se... Non pas qu'il était pas agressif, mais il était distant. On va dire qu'il était distant, il ne partageait pratiquement plus rien avec nous. Il allait dans sa chambre. Alors au départ, dans sa chambre, il écoutait de la musique, il regardait un peu la télévision. Et ensuite, ce qui m'a inquiétée, c'est que là, il n'y avait plus de télé, il n'y avait plus de son. Il était totalement dans le noir. Il restait dans le noir, isolé. Et puis, avec un visage, c'était assez impressionnant. Parce que j'avais l'impression qu'il avait toute la peine du monde, qu'il avait... fait quelque chose de mal, je ne comprenais pas, j'essayais de
de savoir ce qui allait pas, quel était son mal-être, est-ce qu'il y a eu un problème, je ne sais pas si c'était un problème sentimental, c'est un problème... Rien de tout ça, j'ai essayé de comprendre, mais rien. Alors il nous a expliqué que lui-même, quand je posais la question, mais Ali, pourquoi tu restes comme ça dans ton mutisme? Qu'est-ce qui se passe? Il me répondait tout simplement qu'il ne savait pas lui-même. Une fois, vous l'avez retrouvé au commissariat, il était allé se dénoncer? Bien, un jour, en rentrant à la maison, je n'ai pas trouvé... Ali n'était pas là. Et je me suis posé des questions parce qu'il ne sortait pas. Il ne sortait plus. Quand il sortait, il prenait son vélo pour une demi-heure, 20 minutes. Ce jour-là, quand je suis rentrée, il y avait pas de... mon fils n'était pas là et le vélo non plus. Donc, je commençais à me poser des questions. Et bien sûr, mes deux aînés m'ont dit, mais écoute, maman... tu sais, il a 18 ans, laisse-le un peu vivre, puis vu qu'il ne sort pas. J'ai dit oui, mais c'est pas ça. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'ait pas pris son vélo quand même. Donc il est rentré 20 minutes après, je l'ai trouvé un peu, on va dire un peu excité, un peu... Je me demandais comment il allait, Et là, il me répond, écoute, non mais ça va, je me suis rendue au commissariat pour aller me dénoncer. J'ai pas compris. Il ne sortait pas, je ne comprenais pas. Quoi, là? Et alors justement, je lui dis, mais tu t'es dénoncé, qu'est-ce que tu as été te dénoncer de quoi? Alors il me dit, écoute, non, j'ai été me dénoncer parce que j'ai fait quelque chose de mal. Et je souhaitais me dénoncer pour avoir la conscience tranquille. Et c'est vrai que c'était complètement incohérent. Parce qu'il parlait de certaines choses, il parlait d'une vidéo d'actes de sorcellerie, une vidéo d'actes de... Alors il est parti au commissariat pour leur dire qu'il était impliqué. Est-ce qu'ils avaient reçu une vidéo le concernant? Il aurait participé à une vidéo de sorcellerie. Voilà. Alors c'est sûr qu'apparemment au commissariat, ils n'ont pas dû comprendre ce qu'ils leur expliquaient. Non, ils ont pas compris. Enfin, je pense qu'ils ont dû bien voir qu'il y avait certainement qu'il était incohérent. Donc, c'est vrai que là, j'ai replongé sur le coup 13 ans en arrière. Quand son père a été déclaré, ça m'a fait exactement la même impression, puisque son père aussi, j'avais appris par la suite qu'il avait été je ne sais combien de fois au commissariat, pour tout un tas de raisons qui étaient complètement incohérentes les unes aux autres. Vous vous posez quelles questions concrètement? Moi, ce qui me fait peur, c'est que mon fils a un discours de quelqu'un qui, comme Evelyne disait si bien, on a l'impression qu'il se reproche un peu tout, que tout le monde le regarde, que quand il est dehors, tout le monde sait qui il est, que c'est quelqu'un de pas bien, qu'il a fait du mal, qu'il ne mérite pas de... Mon fils, pour lui, ne mérite pas de vivre. Alors, vous vous posez quelles questions? La question que je me pose, c'est déjà, est-ce qu'il va s'en sortir? Bien sûr, parce que bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le père. Mais est-ce que vous vous demandez s'il est schizophrène ou est-ce que vous en êtes intimement persuadé? Oui, j'en suis intimement persuadée. Je veux dire... J'imagine qu'à un moment, il faudra poser un diagnostic. C'est indispensable, bien sûr. Hein, on ne peut pas traiter sans avoir de diagnostic. On ne peut pas rester juste avec des doutes. Bien sûr. Alors, pour poser un diagnostic, Daniel Bailly, qu'est-ce qu'il faut qu'elle entreprenne comme démarche? C'est pas très compliqué. Le psychiatre doit pouvoir faire un examen clinique qui lui permette de recueillir les symptômes qui vont conduire tout naturellement au diagnostic. Alors c'est vrai que chez les sujets jeunes, il y a parfois des doutes parce qu'il y a des intrications symptomatiques entre, par exemple, le trouble bipolaire, la schizophrénie, et que parfois c'est l'évolution qui donne la clé. Mais c'est indispensable de poser un diagnostic. On ne peut pas travailler si on ne sait pas à quoi on a affaire. Il y a des similitudes entre les troubles bipolaires et la schizophrénie? Il y a des similitudes symptomatiques. C'est parfois très compliqué à pouvoir faire la différence entre les deux. C'est tellement vrai qu'on estime qu'à peu près 50% des adolescents bipolaires sont primitivement diagnostiqués comme schizophrènes. Donc ça voudrait dire que dans la bipolarité, il y a un grade au-dessus? Non, c'est pas la même maladie, c'est pas des maladies de même nature, et pourtant il y a un regroupement symptomatique. C'est-à-dire que dans la schizophrénie, comme vous le disiez, il y a aussi des symptômes affectifs. Tristesse de l'humeur, parfois au contraire une excitation, des manifestations anxieuses qui sont caractéristiques du trouble bipolaire.
Et c'est parfois difficile de faire la part des deux, d'autant plus que dans le trouble bipolaire, il peut y avoir des idées délirantes, congruentes à l'humeur. Alors, sans faire une consultation là sur notre plateau, mais les symptômes que vous entendez là font penser à la schizophrénie, d'autant plus qu'il a un père schizophrène. Donc vous êtes plutôt en train de dire à Lilia qu'il ne faut pas perdre de temps, qu'il faut le diagnostiquer. Il ne faut pas perdre de temps parce qu'il faut savoir que plus la période de la maladie non traitée est longue, plus le pronostic est mauvais. Tout au long de l'émission, nos invités vous parleront de leur propre expérience, vous donneront aussi leurs conseils pour vous permettre d'affronter plus sereinement cette épreuve. Chez vous, si vous souhaitez réagir à l'histoire de Lilia, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Twitter. Puis dans un instant, nous découvrirons notamment le témoignage de Dominique. Ce sera juste après ces quelques messages de la rédaction. À tout de suite. Il y a un mois, Caroline nous avait tous émus. J'ai du mal à m'intégrer, à aller vers les gens, ça pose problème. Moi, j'ai envie de dire aux gens, ne vous arrêtez pas au physique. À l'intérieur, il y a une personne, il y a quelqu'un. Sur le plateau, elle avait eu un déclic. Vous voulez pas qu'on vous relook, hein, on va faire ça. Et quelques semaines plus tard, elle a décidé de prendre sa vie en main. C'est donc une Caroline métamorphosée que nous retrouverons dans l'histoire continue. Je valide à 300%. Vous aussi, venez nous faire partager votre histoire. Vous avez décidé de consacrer votre vie à Dieu et vous vous apprêtez à intégrer une communauté religieuse en tant que moine ou nonne. Depuis des années, vous vivez dans un couvent ou dans un monastère. Vous avez fait vœu de chasteté et de pauvreté et vos proches ne comprennent pas votre choix de vie. Après avoir eu une vie de famille, vous avez décidé de devenir moine ou religieuse. La vie au monastère ou au couvent a fini par vous peser et vous avez choisi de retourner à la vie civile. Pour venir témoigner sur notre plateau, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur Internet. Il était très méchant avec moi. Il parlait comme un militaire, pas comme un papa. Il était très jaloux, il devenait de plus en plus jaloux. Un jour, j'ai vu ma maman à Aulnay-sous-Bois, bien habillée, et puis elle me dit « Surtout, tu dis pas à ton père que tu m'as vu ». Le lendemain matin, un bruit m'a réveillé fort, et j'ai compris tout de suite que c'était une détonation. Et je suis allé dans la chambre, et là, j'ai vu ma maman avec le sang. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? Parce que j'ai envie de cracher le morceau. J'ai grandi tout seul, je me sentais fort, je savais que je... Mais là, à la retraite, c'est là surtout que je me rends compte que... C'est encore plus pesant. C'est encore plus pesant. Ça fait 50 ans que vous vous rongez avec cette histoire. Pourquoi vous ne vous êtes pas fait aider ? Je sais pas. La destinée d'Henri, bientôt dans Toute une histoire. Nous sommes de retour sur le plateau de Toute une histoire. Les mères que je reçois aujourd'hui étaient dépassées. Les mères que je reçois aujourd'hui parlent entre elles, ça c'est sûr, échangent, parlent de leur expérience douloureuse. Elles étaient dépassées face aux troubles du comportement de leur enfant jusqu'à ce que, pour certains, un diagnostic soit posé, la schizophrénie, cette maladie dont on parle peu, qui touche 600 000 personnes en France et qui se déclenche la plupart du temps entre 15 et 30 ans, comme ce fut le cas pour le fils de notre prochaine invité. On va faire la connaissance de Dominique. Bonjour Dominique. On imagine à quel point vous avez souffert chacune de votre côté, à quel point c'est important pour vous de vous retrouver sur un même plateau de télévision aujourd'hui et de partager ces douleurs, ces expériences, ces moments douloureux. C'est-à-dire que oui, c'est très important, mais en ce qui me concerne, je suis un peu gênée parce que je ne suis pas porteuse d'espoir, étant donné que j'ai soigné mon fils pendant 17 ans et qu'il est mort à l'âge de 33 ans de sa maladie, bien sûr. Donc, mort de sa maladie, ça veut dire quoi? Qu'il s'est donné la mort? Non, je ne pense pas qu'il se soit donné la mort, mais il sortait de 2 ans d'hospitalisation, en placement d'office. Au bout de 2 ans d'hospitalisation, on a jugé qu'il était bon de le faire sortir. Il a demandé à sortir, à habiter tout seul.
Et il a voulu aller habiter à l'hôtel. Ça faisait 2 ans qu'il était à l'hôpital. Moi, je pensais vraiment que c'était la chronique d'une catastrophe annoncée. Je savais que ça... Enfin, je ne pensais pas à une issue fatale aussi rapidement, mais j'étais très inquiète. Donc, j'ai sorti mon fils de l'hôpital le 9 mars 2002, un samedi, et le samedi suivant, le 16 mars, on le retrouvait mort dans sa chambre d'hôtel. Voilà. Je trouve qu'après 2 ans d'hospitalisation, de soins pendant 17 ans constants, j'ai beaucoup de mal à accepter la mort de mon fils. Même si je m'autorise à dire que cette mort, et je ne m'autorise que moi à le dire, je ne supporte pas que quelqu'un d'autre me le dise, la mort de Xavier a été un soulagement tragique et empoisonné, mais un soulagement. Parce que nous avons vécu pendant 17 ans des choses que je ne souhaite à personne de connaître. Et je me mets à votre place et j'imagine que pour qu'une maman puisse dire ça... Voilà. Même en le disant, j'en ai la chair de poule. Mais je ne supporte pas qu'on me le dise. Je ne supporte pas que quelqu'un me dise « mais oui, mais il est beaucoup mieux là où il est ». Non. Mais moi, je peux le dire parce que nous avons vécu... Nous avons eu une vie qui a été un parcours du combattant, une descente aux enfers, je n'ai pas peur de le dire. Et moi, je ne sais pas comment ont été entourées ces dames. Moi, si j'ai tenu le coup, c'est grâce à un noyau familial extrêmement uni, qui était très réduit. C'était mes parents, ma sœur, ses filles, et ma fille, qui maintenant a 31 ans, donc qui a toujours connu son frère malade. On va revenir à l'enfance de Xavier. Petit garçon précoce. Petit garçon précoce, extrêmement, voilà, le voilà, très mignon, très intelligent, très curieux de tout, avec un humour décapant et très littéraire dès son plus jeune âge. C'est-à-dire que c'est un gamin qui ne fichait absolument rien à l'école, mais qui, à 10 ans, avait lu tout Maupassant, qui s'intéressait à une foule de choses, les dieux de l'Antiquité, les légendes de l'Antiquité, et qui était déjà très attiré dès l'enfance par des gens qui étaient dans l'errance. Ça, c'est très symptomatique. Il a été passionné par Henri de Montfred, Alexandra d'Avinil, Roger Caillé, qui avait... je le dis, qui avait découvert Tombouctou, tout ça, c'était pour lui. Et alors, il a eu une idole dans sa vie, c'était Laurence d'Arabie. Vers 12-13 ans, il s'est découvert mais vraiment. Et il avait un très joli coup de crayon. Enfin, c'était un petit garçon très séduisant. Très sensible. Très sensible, très séduisant, mais sensible, mais pas pleurnichard. C'est un enfant qui ne pleurait pas, jamais. Et très téméraire. Hein. Et quel profil avait-il auprès des autres, ou tourné vers les autres? Très tourné vers les autres, très tourné vers les autres. Beaucoup de copains? Beaucoup de copains, et là, voilà, bon, voilà, là, il était dans les Pyrénées, il est dans les herbes. Une imagination débordante. Ah oui, c'était un aventurier. Il écrivait lui-même? Pas beaucoup. Il écrivait pas beaucoup. Il se racontait des histoires? Il se racontait des histoires, mais à cette époque, il n'était pas délirant, il était très drôle. Vous disiez quoi, vous? C'était un surdoué? Vous disiez quoi? Alors, j'avais l'espoir que ce soit un surdoué, et je sais que j'ai très souvent dit, sur le ton de la boutade, plus tard, mon fils, ou ce sera un génie, ou il sera fou. Les deux étant souvent, allant voilà. souvent ensemble. J'avais toujours l'espoir que, voilà, c'était un original. Je crois que c'est ce qui le définit le mieux. Mais j'avais toujours l'espoir qu'un jour, il allait avoir une révélation et que vraiment, on allait découvrir qu'il avait quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, malheureusement, l'extraordinaire n'est pas arrivé. Et justement, quel jeune homme est-il devenu ? Il n'a pas vraiment été un jeune homme, parce que la maladie est arrivée, il avait 17 ans, 17-18 ans. Comment il a vécu son adolescence ?
Bah écoutez, il a eu une petite sœur, il avait 13 ans. Là, il est en début vraiment de l'âge où être en crise. Il n'est pas encore abîmé par la maladie. Il a 17 ans, il est entre ma sœur et moi. C'est une photo très significative parce que là, il commence à aller très mal. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit... Alors, tout d'abord, on pense à une crise d'adolescence. Hein. C'est très difficile de faire la part des choses. Et ça se traduit comment ? Alors, ça se traduit déjà par un repli sur lui-même, des fugues. Il disparaît. Enfin, il disparaît quoi ? Il dort pas chez vous ? Non. Il disparaît, il va dans des squats. On comprend après qu'il va dans des squats. Consommation de drogue ? Certainement, oui. Ouais. Beaucoup de hache, certainement. Mais j'en ai pris conscience un peu tard. Les résultats scolaires ? Très mauvais, très mauvais. Il se déscolarise, alors là, justement, il se déscolarise lui-même en classe de seconde. Là, j'essaye de l'inscrire, il est au lycée, j'essaye de l'inscrire dans un cours privé pour enfants un petit peu marginaux, il n'y va pas. Non, en fait... Il s'ennuyait Ah ben, il s'ennuyait, oui, il s'ennuyait. Et vous n'avez pas essayé un institut pour enfants précoces ou... À un moment, vous n'avez pas été tentée par ça ? J'ai été tentée partout. J'imagine. J'ai été tentée partout, mais moi j'étais enseignante. Alors je me disais qu'il faisait un rejet de... mais il n'empêche que quand même, il avait un savoir qui était certain. Tout ce qui l'intéressait, il emmagasinait. Hein, voilà. Mais tout ce qui était scolaire, il était tout à fait allergique. Non, mais parfois, je vous pose la question, parce que ce genre d'enfant hyper curieux, brillant, cultivé, on peut se dire qu'il s'ennuie dans un cursus scolaire classique. Ça doit... Ouais, mais toute la question de savoir s'il était vraiment précoce ou pas. Est-ce qu'on l'a diagnostiqué comme tel ou pas ? Non, je l'ai pas. Parce que est-ce que ce qu'on est en train de rapporter est lié à une précocité intellectuelle, ou est-ce que ça témoigne pas déjà d'un certain trait de caractère ou de tempérament qui témoigne de sa vulnérabilité ? C'est ça tout le problème. Alors, donc je vais poser ma question autrement. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes de schizophrènes brillants ? Non, contrairement à une idée admise, la précocité n'est pas un facteur de risque de schizophrénie. Au contraire. Okay. La plupart des schizophrènes ont une enfance marquée par des difficultés scolaires et des troubles de l'adaptation. Je pose la question parce que j'imagine que pas mal de mamans nous regardent et se projettent et pensent à leur enfant et se disent « mais moi, il est comme ça », donc essaient de... Généralement, être intelligent, c'est plutôt un facteur protecteur qu'un facteur de risque. D'accord. Enfin, en l'occurrence, j'imagine très bien ce petit garçon, intelligent, sensible, cultivé, curieux, très drôle. Beaucoup d'humour. Voilà, bon. Et qui séduisait tout le monde. Hein, quand on allait quelque part, il parlait avec tout le monde. Enfin, il était drôle. Bon. Et puis là, c'est juste... Au début de la maladie, il a 17-18 ans. Donc là, à ce moment-là, les crises se traduisent comment ? Donc, alors, des fugues ? Il n'y a pas vraiment de crise. Il y a un repli sur lui-même, des fugues, beaucoup de mal à communiquer. Et puis, un jour, il avait une petite amie qu'il aimait beaucoup. Et il est allé lui rendre visite. Et au lieu de passer par les escaliers, elle habitait au 4e étage, il est passé par la façade. Il a fait Jean-Paul Belmondo. Donc comme ça, c'est très drôle. Hein. La maman de la petite amie n'a pas trouvé ça drôle du tout. Moi, beaucoup moins. Alors ça, déjà, ça a été quand même un... Ça m'a interpellée, mais enfin, bon, je dis, bon, bah, voilà. Et il y est parvenu ? Il est arrivé au 4e étage par le balcon. Ah oui. Et tout petit, il grimpait partout, comme ça. On le retrouvait sur les toits, toujours. C'était un chat. Donc ça faisait partie du personnage. Et puis, vers l'âge de 17 ans, 17-18 ans, à la naissance de sa sœur, je lui avais fait refaire sa chambre en cabine de bateau. Et donc une très jolie chambre avec un lit bateau, enfin tout bien arrangé. Je trouvais ça sympa pour lui. Et il arrive un jour, je rentrais de mon travail, il me dit « Tu sais maman, j'ai transformé ma chambre. » Et là, j'arrive dans sa chambre, il avait tout démonté, cassé en morceaux. Il ne restait plus qu'une paillasse. Et là, il m'a dit, je veux devenir bouddhiste et j'ai besoin de dénuement pour méditer.
À quel âge? 18 ans. Voilà. Donc là, j'ai commencé à me poser pas mal de questions et le mal-être a commencé à venir de plus en plus. Donc là, il a été diagnostiqué à un moment non, donné? là, il n'a pas été diagnostiqué, il y avait rien à... Je ne pouvais absolument pas. J'ai essayé de l'emmener chez un psychiatre. On l'a pris avec ma sœur dans une voiture. On lui a dit, écoute, on va aller voir un médecin. Ça serait bien que tu discutes avec lui. Et au premier feu rouge, il s'est barré. Il est descendu de voiture et on l'a revu 2 jours après. On ne savait pas où il était. Je peux dire que j'ai passé des nuits et des journées entières à la fenêtre. Hein. Ma rue... je passais ma vie à la fenêtre pour savoir si elle allait rentrer, parce qu'il rentrait pas. Enfin bon, c'est très angoissant. Hein. Et puis, il a commencé à avoir des comportements bizarres, à se scarifier, à s'automutiler. Et là, donc, j'ai commencé vraiment à me poser des questions et j'ai consulté. J'ai commencé mon combat. Je suis allée voir énormément de médecins, j'ai consulté, je suis allée à l'hôpital Marmottan, je suis allée consulter des médecins qui étaient à la retraite, des psychiatres. Qu'est-ce qu'il répondait quand vous lui disiez? J'imagine que vous vous inquiétiez. C'était moi qui étais malade. Oui. C'était moi. Il vous disait ça? Ah oui, mais ça va pas, t'es malade, mais je vais très bien, arrête. Bon, il pouvait devenir pas violent, mais violent verbalement, et puis il se repliait sur lui-même. Donc, quand les choses ont vraiment pris... Quand l'intolérable a été atteint, parce que l'intolérable, un jour, il est atteint. C'est-à-dire? C'était quoi l'intolérable? L'intolérable, c'est quand on ne sait pas de quoi la minute suivante sera faite, quand on ne sait pas où il est. Heureusement, on était très, très soudés, donc il avait 2 endroits où il pouvait habiter. Soit c'est chez grands-parents, soit chez moi. Donc, s'il n'était pas chez l'un ou chez l'autre, bon, on ne savait pas où il était. Et puis, il devenait inquiétant. Il avait un regard qui devenait inquiétant. On était inquiets. On avait... Vous savez, ce qui s'empare de la famille, c'est et la tristesse et la peur. Les 2 sont mêlés. La tristesse débarque dans le noyau familial. Et quand c'est pas de la tristesse, c'est de la peur. Et quand c'est pas de la peur, c'est de la tristesse. La tristesse de quoi? De voir cet enfant qui devient quelqu'un d'autre, qui n'est pas du tout celui qu'on avait imaginé. Et on a peur pour lui. Moi, j'ai jamais eu peur pour moi. J'ai jamais eu... pour mes parents... Pour ma fille, un peu plus, parce qu'il y a eu des moments où il avait des comportements qui étaient limites avec sa sœur. Mais oui, la peur quand même. Et la peur pour lui, toujours la peur pour lui. À l'âge de 30 ans, ça s'est dégradé? 31 ans? C'est-à-dire que sa vie est devenue une suite ininterrompue d'hospitalisation et de déshospitalisation. On l'avait soit à la maison, soit il était à l'hôpital. Donc là, le diagnostic était posé à ce moment-là? Oui, on m'a jamais dit, votre fils est schizophrène, on m'a dit, il est psychotique. Le jour où j'ai dit, mon fils est schizophrène, le psychiatre que j'avais en face de moi m'a répondu, vous avez beaucoup de chance, madame, si vous pouvez me dire la pathologie de votre fils, moi je ne sais pas. Bon, enfin bon, il était schizophrène, hein, il n'y a pas de mystère là-dessus. Et donc, il s'est passé une dizaine d'années qui ont été 10 ans d'enfer. Hein. 10 ans d'enfer, avec des hospitalisations, des déshospitalisations, des moments où il allait mieux. Mais le problème, ça a été toujours la non-compliance au traitement, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas ses médicaments. Et ce qui est très paradoxal, c'est que le schizophrène, et ça je l'ai appris chez d'autres, non seulement il ne prend pas ses médicaments, mais il pourrait les jeter dans les toilettes, ou les jeter à la poubelle, ou les foutre dehors, et on les retrouve toujours. Les comprimés, j'en ai retrouvé des kyrielles cachés derrière un tableau. Bon, c'est quand même... C'est comme s'il voulait qu'on les retrouve? Je ne sais pas. Ça, alors, c'est un mystère. Là, c'est Xavier, vous voyez, abîmé par la maladie. C'est plus le même, c'est 10 ans après, les photos de lui, là, il a été hospitalisé. Et il avait une lucidité sur sa maladie? Quel regard il portait sur lui-même? Alors, la seule fois où il a eu une lucidité sur sa maladie, j'étais avec ma mère et nous lui avons dit, écoute Xavier, tu devrais faire ta toilette, parce qu'il était
il était crasseux, il sentait mauvais. Enfin bon, on lui dit, écoute, fais ta toilette déjà, tu te simplifieras la vie. Et là, c'est la seule fois, il m'a regardé, il m'a dit, maman, ma vie, ma pauvre vie. Vous savez, quand votre fils de 30 ans vous dit ça, c'est pire que n'importe quelle crise. Et vraiment, à 30 ans, ça s'est vraiment, vraiment dégradé. Parce qu'un jour, il a tiré à la carabine sur les toits, où il y a eu 27 impacts de balles, sans qu'il y ait, grâce au ciel, quelqu'un de touché ni de blessé. Et là, on s'est vraiment rendu compte qu'il était vraiment très malade. Si vous voulez, pour moi, c'est dramatique de dire ça, mais quand il a été mis en placement d'office, ce qui est quand même le pire qu'on puisse imaginer, quand il a été mis en placement d'office, je me suis dit, enfin, il va être soigné vraiment. Et enfin, on va vraiment bien s'en occuper. Et donc là, il a été pendant de très longs mois en placement d'office. Alors, donc vous avez connu le pire, ça s'est mal terminé, le drame absolu. Oui. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi je continue le combat. D'abord parce que j'ai besoin de parler de Xavier. Parce que le schizophrène est certainement beaucoup plus... La maladie, c'est quelque chose de constitutif de son personnage, mais il est plus que ça. Et puis, il a tellement compté dans notre famille, dans notre vie. Donc c'est quoi votre combat aujourd'hui? Mon combat, c'est d'abord, j'ai écrit un livre qui a beaucoup aidé beaucoup de mamans parce qu'il n'y avait pas de témoignages de parents. Donc, il y a des mamans qui... Voilà, c'est ce livre-là. Et il y a beaucoup de mamans qui... Vous savez, l'entourage, c'est très difficile. Hein. L'entourage, c'est tabou. Bon. Donc, j'ai eu des mamans qui m'ont dit, grâce à votre livre, j'ai pu faire lire ce livre à mes frères, à ma sœur, à des amis, qui enfin ont compris ce qu'on vivait. Voilà. Donc, moi, si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que j'ai jamais été dans la résignation. Et même si mon fils n'est plus là, j'estime que mon expérience, elle peut aider d'autres mamans. Et j'en ai quelques-unes qui me téléphonent et qui me disent par moments, qui sont désespérées, qui me disent « Je vous appelle parce que vous êtes la seule qui pouvait comprendre ce que je vais vous raconter. » Est-ce que c'est important pour vous de vous sentir utile? Est-ce que c'est extrêmement. Une manière de donner un sens à la disparition de votre fils aujourd'hui? Moi, je ne pouvais pas imaginer que mon fils soit mort comme ça, mais vraiment d'une heure à l'autre. Hein. Je l'avais vu la veille et on m'a annoncé sa mort le lendemain. Aller le trouver dans une chambre d'hôtel. Je ne pouvais pas imaginer. Mon fils était mort, c'était terminé, on n'en parlait plus. Après ce qu'on avait vécu, après le cauchemar qu'on avait vécu, je ne pouvais pas imaginer. Donc j'ai écrit mon livre et je continue à témoigner et à apporter le peu de soutien que je peux à des mamans qui sont Ça doit être énorme, dans l'œil du cyclone. Le soutien que vous apportez et l'expérience que vous pouvez partager avec ces mamans-là. Est-ce que vous enseignez toujours aujourd'hui? Non, je suis à la retraite. Est-ce que vous arrivez à vous autoriser certaines douceurs? Oui. Je m'autorise certaines douceurs à la mesure où mon premier métier, c'était de faire du théâtre. Et depuis 5 ans, je recommence à faire du théâtre. Et ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Ah oui, mais je m'autorise. Mais j'ai une fille. Il faut bien... Elle a vécu une adolescence, une petite enfance. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, puisque quand son frère est mort, elle avait 20 ans. Je pense que pour elle, j'ai le devoir d'être une maman gaie dans le cours. Et puis quand j'ai des moments de blues, eh ben, je vais pleurer dans un coin. Et ça m'arrive souvent, mais je le garde pour moi. Voilà. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. On va reprendre le fil de l'histoire d'Evelyne. J'imagine que vous êtes également très sensible à ce témoignage et que vous devez vous retrouver dans beaucoup de ses propos. Je suis toujours, comment dirais-je, étonnée de voir comment une maman qui a perdu son fils peut réagir aujourd'hui, qui peut continuer le combat. Et c'est ce que je rencontre de temps en temps et je trouve ça vraiment magnifique. Je ne sais pas, moi, si je pourrais. Je ne sais pas si je pourrais assumer. Bah, bien sûr, vous pourrez. Je pense qu'à un moment donné, on ne se pose pas la question et déjà, vous le prouvez tous les jours, j'imagine, jusqu'à maintenant, oui, mais
Alors, votre fort, fils Christophe, comment sa maladie a-t-elle évolué? Comment sa maladie a évolué? Écoutez, il en est où, Christophe, aujourd'hui? Alors, si on parle d'aujourd'hui, il est équilibré depuis 4 ans. Après, alors, il est équilibré, ça veut dire qu'il prend ses traitements bien et sûr, qu'il est stabilisé. Bien sûr, il a un traitement de neuroleptique qui lui a permis, donc après une 3e HDT, d'être équilibré. Donc, il a aujourd'hui 34 ans? 37 ans. 37 ans. Il a 37 ans, voilà. Et il fait, disons, il a une passion qui est la peinture, puisqu'il a aussi fait l'école des Beaux-Arts, et que dans cette période donc, où il est bien équilibré, depuis 4 ans, il fait de temps en temps des expositions, des vernissages auxquels il assiste et qu'il est capable d'assumer avec les personnes invitées, parce qu'il a fait des vernissages, il y a 15 ans, les premiers vernissages, il n'était pas capable d'assumer le regard des personnes, la présence. Et après avoir accroché les tableaux, il partait et c'était moi qui devais assumer la présence des personnes et pouvoir, disons, leur présenter ce que mon fils avait créé. Donc là, il y a une énorme, disons, différence dans le comportement. Donc on va voir un reportage qui lui est consacré. Et si vous me permettez, j'aurais une pensée pour Xavier, parce que j'imagine que pour vous, ça doit être aussi douloureux de voir que d'autres sont parvenus à se stabiliser. Donc on va regarder ce reportage sur Christophe qui a accepté de nous ouvrir les portes de son quotidien. Pas fou, juste malade. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. À Nîmes, dans le Gard. À 37 ans, Christophe habite enfin seul. Une chance inespérée pour cet homme atteint de schizophrénie, qui apprend petit à petit à se débrouiller sans aide. Désormais, grâce à un traitement médical, Christophe est autonome et mène une vie normale. Il y a un fossé entre ce qui s'est passé quelques années quand j'étais pas bien et maintenant. Je dis, mais franchement, be happy, quoi, carpe diem, quoi. Mon pilier, mon traitement, ce sont des neuroleptiques et des anxiolytiques, voilà. Et j'ai pas honte de dire que j'ai un traitement. J'ai pas honte, c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je suis bien. Pourquoi j'irais changer? La peinture, elle aussi, a permis à Christophe de s'échapper du monde de la schizophrénie. Aujourd'hui, il est en accord avec lui-même. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En témoigne ce tableau réalisé au pire moment de sa maladie. Ça, c'est surchargé, c'est confus, c'est mouvementé. Alors que maintenant, je sais où je vais. Aujourd'hui, Christophe peint avec les idées claires. Mais c'est vrai que ça permet de s'évader, ça permet d'avoir une stabilité aussi mentale aussi. Mentale, se focaliser sur quelque chose et laisser un peu, par exemple, si on est malade ou je sais pas quoi, la maladie s'échapper peut-être peu à peu. La peinture est devenue son métier. Ses œuvres se vendent à travers l'Europe tout entière. Evelyne a toujours été présente pour son fils, mais sa maladie l'a profondément affecté. Celle qui l'a toujours soutenue, c'est son amie Jacqueline. Coucou. Coucou. Ah, ça va? Et toi? Ça va bien. Tu vas mettre ton manteau, tu connais les lieux, tu vas... Comme d'hab. Comme d'hab. Si Jacqueline connaît si bien les lieux, c'est qu'elle a vécu ici, au moment où Evelyne n'arrivait plus à faire face, seule, à la maladie de son fils. C'est ta présence qui m'a aidée, en fait. Parce que tu es venue, parce que toute seule aussi, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus, j'avais des peurs, j'avais de grosses peurs. Et en fait, tu étais là, un peu, tu me rassurais, pas tout à fait, mais tu me rassurais. Tout à fait, non. Et puis, tu étais le lien. Tu étais le lien que je ne pouvais plus avoir avec Christophe. C'est exactement ça, c'est ce qui s'est passé. J'avais aucun moyen de communiquer avec Christophe. Aucun moyen. Aucun. Donc disons que par mois, il arrivait petit à petit à communiquer, dans la mesure du possible. Je crois que quand on a un enfant en difficulté comme l'a été Christophe, il est difficile de ne pas non plus s'écrouler totalement. Et je crois que c'est là-dessus que je vénère le courage qu'elle a eu et tout au long de ces grandes difficultés.
À l'époque, les relations de Christophe et Evelyne étaient tendues. Aujourd'hui, mère et fils tentent de se retrouver. Ensemble, ils souhaitent tourner la page et accepter la maladie de Christophe. Quand j'étais à l'hôpital, tu venais le matin, tu venais même jusqu'au soir, tu restais là-bas. Mais puis on n'en parle plus. Je me raccrochais à toi. On n'en parle plus. Aujourd'hui, tu es là, avec moi, sûr. tu t'es reconstruit. C'est fou, c'est comme si on avait réussi à ouvrir une fenêtre positive sur l'avenir. Oui, parce qu'il a une vie comme les autres. Aujourd'hui, il peut Carrément. aller partout, il ne s'isole plus. Voilà. Tu reconnais que tu as une pathologie, qu'il fallait justement passer par là pour avoir des béquilles qui te donnent... Et c'est là que je te remercie, parce que Voilà. maintenant que je me sens bien, c'est grâce à toi, quoi. Voilà, Mais grâce à moi, mais grâce à toi, parce que aussi, tu as fallu beaucoup de courage. Ouais. Je la garde. Bonjour Christophe, vous avez rejoint pendant la diffusion de ce reportage. Une réaction peut-être à ces images? Déjà, j'ai une pensée pour cette dame et vraiment, je trouve que vous avez beaucoup de courage, madame. Vraiment, vraiment. Voilà. Donc, moi qui suis un peu croyant, qui suis un peu chrétien, j'ai une petite pensée pour votre fils. Voilà. Voilà. Que dire? Non, ce reportage m'a permis d'apprendre des choses de la part de ma maman qu'elle ne m'avait pas dites avant. Qu'est-ce que vous avez appris? Des choses comme... oui, des choses comme je t'aime ou des choses comme ça, des choses vous n'avez jamais dit ça? On se le dit pas, mais... Et puis... non, pas plus. Pour quelles raisons avez-vous souhaité être présent aujourd'hui? Parce que j'ai vécu des moments difficiles, mais je veux montrer que c'est possible, donc avec certaines règles de vie. C'est pas gai tous les jours, bien sûr, mais c'est possible d'être heureux, d'avoir une maladie, de la soigner par le biais d'un traitement, un entourage un bon entourage, et on peut s'en sortir. Voilà, moi ça fait. Alors, vous vous considérez comme quoi aujourd'hui? Vous dites quoi? Que vous en êtes sorti? Que vous êtes toujours malade, mais soigné? Comment vous... J'ai envie de dire que je suis stabilisé. Voilà. Que j'ai 2 règles de vie. C'est bien prendre mon traitement, un traitement qu'on a mis du temps à trouver, et puis aussi avoir un entourage qui m'aide aussi, voilà. Et puis ma thérapie, je la fais tous les jours, en discutant avec vous, en discutant, en allant prendre un café avec une copine au café, en regardant un bon film, en lisant un bon bouquin, des choses comme ça, quoi. Est-ce que vous en avez voulu à votre mère? Oh, que j'en ai voulu beaucoup. Parce pour que les hospitalisations? Tout à fait, bien sûr. Et c'est très difficile encore de le comprendre, mais si je suis comme ça aujourd'hui, je suis heureux comme je suis aujourd'hui, donc finalement, maintenant, je fais un peu fi du passé. Mais il y aura toujours quand même quelque chose qui... Pourquoi tu m'as fait ça, quoi, voilà. Pourquoi tu m'as fait ça? Comment vous voyez l'avenir? Comment vous vous imaginez dans 10 ans? Dans 10 ans, plein de projets. Alors, un appart sur la 5e à Manhattan? Non, peut-être pas. Carrément. Non. Peut-être, si vous vendez des toiles... On ne sait pas, on verra. Mais non... Est-ce que le fait d'avoir traversé tout ça, toutes ces épreuves, est-ce que ça favorise votre inspiration? Est-ce que vous vous sentez très créatif? Est-ce que vous puisez beaucoup de choses dans ces épreuves? Bien écoutez, j'ai réussi, grâce aussi à l'école des Beaux-Arts, à garder une petite boule de précieux ici, vers ici, et de positif. Et je pourrais l'utiliser pour moi, pour me dire, Christophe, écoute, tu es mal, ou tu vas pas bien, ou quelqu'un va pas bien, pioche là-dedans et donne un peu. Et en l'occurrence, c'est uniquement pour mes toiles. Moi, je crois pas qu'on puisse dire... avoir une mauvaise idée en tête et se dire je vais la mettre sur une toile et ça deviendra une bonne idée. Ça deviendra une bonne idée. J'y crois pas. Donc moi je suis honnête. Cette boule de positif, elle ne me sert que pour mes toiles. Alors ça veut dire quoi? Que cette boule de positif, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour construire une vie à vous, peut-être une vie amoureuse, une vie de père? Non, ma peinture c'est quelque chose qui compte, mais depuis tout petit je dessine puisque je suis fils unique. Mais non, c'est uniquement pour ma peinture.
Alors, comment vous imaginez dans 10 ans? Alors, je vous repose ma question. Dans 10 ans, ben, je sais pas, peut-être avec quelqu'un en qui j'ai confiance, parce que c'est vrai que j'ai été trahi. Alors, quelqu'un, c'est quoi, une fiancée? Bah oui, une fille, oui, bien sûr. Oui. Ah bon, J'espère une petite copine, oui. Et surtout, je souhaite vraiment continuer dans ce domaine qui est la peinture, dans lequel je m'éclate, mais vraiment comme c'est pas possible, quoi. Vraiment. Je souhaite en tout cas de vraiment. continuer, d'avoir du succès, de pouvoir vous payer un appart sur la 5e à New York. Un de ces jours, on ne sait jamais. Hélène, comme Evelyne, vous avez dû faire face au changement de comportement brutal de votre fils de 16 ans, victime d'hallucinations et de paranoïa. De quelle manière s'est déroulé son retour à la maison après 2 mois en clinique psychiatrique? Au début, il y a eu une période un peu de stabilisation, on va dire. Son psychiatre l'a autorisé à reprendre la scolarité puisque parallèlement il préparait un CAP cuisine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était à temps, on va dire pratiquement partiel, puisqu'on ne l'autorisait pas à pratiquer la cuisine, ce qu'il voulait faire, parce qu'il avait peur par rapport à l'utilisation des machines dangereuses. Donc ce qui s'est passé, c'est lorsque ses camarades faisaient des stages, il était déscolarisé. Et puis, petit à petit, il a fini par être déscolarisé complètement. Donc, il s'est replié sur lui. Le traitement était quand même assez lourd. Donc, il passait sa journée à dormir. Il n'était pas pris en charge du tout. Et moi, j'étais là 24 heures sur 24 pour m'occuper de lui. Et je ne voulais pas que ça continue comme ça parce que déjà, c'est difficile. Ils sont dans une période... ils sont face à leurs souffrances, leurs difficultés. Mais en plus, on les laisse à la maison et puis qu'on les isole, ça ne va pas les aider. Donc je me suis battue en essayant de le faire intégrer une classe spécialisée dans un lycée qui s'appelle la classe Ulysse, où là, il suit un enseignement général et il pratique donc la cuisine, la vente, il fait des stages découvertes. Et petit à petit, il essaie de s'intégrer, bien qu'il y ait encore des difficultés, puisqu'il a une période, alors il faut savoir que cette période qui a suivi, il a développé beaucoup de phobies. C'est-à-dire que parallèlement, avant, où il allait vers les autres, il était très sociable. Maintenant, je veux dire, son univers, c'est son père et moi, et très peu de gens. Donc, lorsqu'on va dehors, lorsqu'on sort, il se met les mains devant la tête, il veut voir personne. Il a surtout développé ce qu'on appelle une phobie sur les blondes. On ne sait pas pourquoi. J'ai posé la question, je ne sais pas. Son psychiatre n'a pas su me répondre pourquoi, on ne sait pas du tout. Et puis comme c'est un garçon en plus qui est dans le... Comment dire, avant, il communiquait, il me disait ce qu'il ressentait. Maintenant, il ne parle plus. Je vois que des fois, lorsqu'il est en proie à sa souffrance et qu'il est dans des petites crises, il se mure complètement. Donc, on n'a pas moyen de l'aider parce qu'il ne communique pas. Et comme disait tout à l'heure le docteur, il disait qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il revienne à une période de lucidité. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours en arrière, il m'a dit pourquoi je ne suis pas comme avant. Donc, il reconnaît sa souffrance, il prend conscience de ce qu'il a été. Christophe, vous reconnaissez dans tout ce qui vient d'être décrit? Je vous ai vu acquiescer. Elle parle d'une passion pour la cuisine. J'imagine que quand vous entendez ça, vous devez avoir envie de lui dire qu'il y aille, qu'il l'exprime. Ils font ce qu'ils font. Et puis, comme peut-être dirait le monsieur qui est psychiatre, qui prenne son traitement et qui sache s'entourer des bonnes personnes. 2 choses très importantes, je ne sais pas. Déjà, rien que prendre un traitement avec... Je veux dire, bon, il y a des on appelle ça, des gens qui sont greffés, qui prennent des traitements, il y a des gens qui sont... Oui, mais par exemple, Xavier, lui, il ne le prenait pas, son traitement, et puis il se débrouillait pour qu'on retrouve les cachets. Oui, vous ne l'avez jamais fait, vous, ça? Si, je l'ai fait, mais justement, maintenant, j'ai appris que prendre un traitement, c'est pas une gêne. C'est au contraire, si c'est pour se sentir bien, c'est bien. Et puis, s'entourer de bonnes personnes aussi. C'est la guérison. Enfin, c'est le jour où le malade décide à ce discours. Ça, bien sûr. Ça veut dire qu'il évolue bien. Bien sûr, mais ça... Qu'il est stabilisé. C'est pour ça que vous êtes là. Daniel, une réaction là-dessus? C'est vrai, mais je crois aussi qu'il faut aider les patients à accéder à ce discours.
Et je crois que s'il y a une lacune dans notre système de prise en charge, c'est qu'on n'insiste pas assez là-dessus. C'est-à-dire que donner un traitement, prescrire un traitement, c'est facile. Mais ce n'est pas parce qu'on le prescrit que le patient va le prendre, en particulier chez les sujets schizophrènes. Et qu'on doit développer des stratégies pour faire en sorte que les patients arrivent à accepter l'idée qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin d'un traitement. Et ça se travaille. Merci à tous d'être venus témoigner et je salue évidemment votre courage. Et puis encore une pensée pour votre fils, pour Xavier. Au moins, une vie à travers et votre courage, j'imagine. Merci Daniel Bailly. Merci à vous. Comme ces femmes que je viens de recevoir dans notre première partie d'émission, Caroline nous avait livré un témoignage très fort il y a tout juste un mois sur le thème « Mon physique est trompeur ». Elle nous avait raconté les difficultés qu'elle rencontrait pour vivre pleinement sa vie de jeune femme alors qu'on la prenait sans cesse pour un garçon. Alors à la fin de l'émission, on s'était donné rendez-vous pour une séance de relooking et le moment est venu de découvrir la nouvelle Caroline. Un moment un peu plus léger que ce que nous venons de vivre maintenant. Voici la nouvelle Caroline en images. Mon physique me gâche la vie parce qu'on me prend toujours pour un jeune homme. Depuis son adolescence, Caroline avait adopté un look de garçon manqué. Un look qu'elle avait choisi et pourtant le regard des autres la faisait souffrir. J'ai du mal à m'intégrer, à aller vers les gens, ça pose problème. Moi j'ai envie de dire aux gens, ne vous arrêtez pas au physique. À l'intérieur, il y a une personne, il y a quelqu'un. En écoutant ces mots, notre psychologue, Yvonne Poncet-Bonissol, avait compris l'origine de son mal-être. Ce comportement un peu masculin, c'est bien sûr une quête de liberté, parce que j'ai les cheveux courts, je suis autonome, je vais de l'avant. Néanmoins, je pense que derrière, vous portez la place de quelqu'un qui n'est peut-être plus là. Comme si, je ne sais pas, vous avez un frère disparu. Exact. C'est ça? Oui. Peut-être qu'un jour, vous vous autoriserez à être en harmonie avec votre intériorité profonde. À 23 ans, Caroline avait envie d'être en accord avec elle-même. Elle allait d'ailleurs entamer prochainement une formation de secrétariat, mais non sans une certaine appréhension. J'ai peur qu'on me mette sur le côté. À nouveau, une fois la formation obtenue, je me dis, est-ce qu'on ne va pas aussi me mettre sur le côté? Parce que une secrétaire, c'est petit tailleur, petit chemisier, talons. Vous voulez pas qu'on vous relook, hein? On va faire ça. Moi, dans 10 ans, je m'imagine employée de secrétariat avec un cercle d'amis. Quelques semaines plus tard, Caroline semble prête à faire des concessions concernant son look. Avant, j'aurais dit pas question de changer. Aujourd'hui, l'émission m'a fait prendre conscience que c'est peut-être ma chance de se développer. Envie de dire de devenir un papillon, un beau papillon et de prendre son envol. Si aujourd'hui la jeune femme est prête à changer, c'est grâce aux échanges qu'elle a pu avoir sur notre plateau. En allant à l'émission, j'allais porter mon témoignage, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de bouleversement parce que c'est vraiment un bouleversement intérieur. Alors à l'époque, j'avais 5 ans, je ne me rappelle pas du tout de la grossesse de maman, de la perte de David, je ne m'en rappelle pas du tout. Mais c'est sûr que Yvonne m'a dit que j'ai dû certainement absorber ces choses-là. Je ne pouvais pas rester insensible face à ce qu'elle m'avait dit. Et ça fait son petit bout de chemin, tout doucement. Et oui, je me suis dit, oui, j'ai envie de le faire. Il faut se motiver en soi parce que ça fait peur, en fait, de changer. Sur les conseils de Sophie Davant, Caroline se sent prête à franchir le pas et à se faire relooker. Aujourd'hui, je me sens prête à changer, tout en gardant ma personnalité, parce que j'ai envie de me donner une chance dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse. Je suis motivée à le faire. Lévi est un ami de Caroline qui l'a toujours soutenue. Alain, lui, est son père. Il met aujourd'hui des mots sur l'événement douloureux que leur famille a traversé. Je suis sûr qu'inconsciemment, nous, on a dû exprimer certaines choses à certains moments
concernant la perte de cet enfant. Je crois que ça l'a interpellé du fait qu'on en reparle maintenant, de cette prise de conscience. Et c'est vrai que on peut se demander quelle influence ça a eu dans notre propre vie à chaque membre de la famille, quoi. Une chose est sûre, les deux hommes connaissent bien le tempérament de la jeune femme et ils se sont habitués au fil des années à son look de garçon manqué. Elle a toujours été très sportive, Caroline. Et elle s'habillait par rapport à ses goûts, par rapport à ses loisirs. Et elle a toujours, je dirais, joint l'utile à l'agréable. Je pense qu'elle peut manquer un peu de confiance en elle. Et c'est pour ça qu'elle a du mal à se trouver au niveau du style. Voir Caroline en robe, mais je ne l'imagine plus, en fait. C'est devenu tellement du surréalisme qu'en fait, on n'y pense même plus. Grâce à cette prise de conscience, Caroline a décidé de changer. Les deux hommes sont aussi surpris qu'admiratifs. De par sa timidité, de son caractère réservé, le fait de devoir passer par un relooking, ça peut être difficile pour elle. Donc c'est vraiment un énorme pas qu'elle fait. Ici, elle s'habille d'une manière plus féminine, elle va se révéler, ça va lui permettre d'évoluer. Le relooking peut lui être bénéfique dans tous les aspects de sa vie. Je sais qu'elle va le faire, elle ira jusqu'au bout, c'est dans son tempérament, mais je suis quand même curieux de savoir ce qu'elle va accepter et ce qu'elle va garder par la suite. Le rendez-vous était pris et c'est aujourd'hui que Caroline va changer d'apparence. Elle rejoint Laetitia, notre relookeuse. Bonjour. On peut se faire une petite bise. Tout de même, on va passer toute la journée ensemble. Je t'en prie, installe-toi. Cette journée s'annonce riche en émotions et le stress monte pour Caroline. Laetitia le sent et tente de la mettre à l'aise. Dis-moi ce que tu attends de moi aujourd'hui et qu'est-ce que tu es prête à faire pour pouvoir faire évoluer ton image. J'ai envie de pouvoir voir dans mon miroir la personnalité féminine qui se cache au fond de moi. Je sens qu'il y a une femme qui est prisonnière et qu'il va falloir qu'on libère aujourd'hui. Ouais. Je vous fais confiance en soi, donc... C'est déjà un bon départ. Caroline attend beaucoup de cette journée. Elle s'en remet désormais aux mains expertes de notre conseillère en images. Première étape, le coiffeur. Un lieu que Caroline a déserté pendant des années. Bonjour. Elle qui avait pris l'habitude de se couper les cheveux toute seule, doit maintenant faire confiance aux professionnels. On va redessiner les lignes extérieures, lui apporter plus de finesse et détacher les mèches. T'es en confiance? Je suis en confiance. Par contre, on va bâcher le miroir parce qu'à partir de maintenant, tu ne te verras plus jusqu'au résultat final. Ok? J'essaye de m'imaginer en suivant les coups de ciseaux. C'est ma première coloration, donc... Et c'est ta première couleur. Ouais, c'est un baptême, hein, ouais, voilà. Aujourd'hui, Caroline ne va pas se contenter de changer de couleur. Elle va aussi découvrir le maquillage. Ce que je te conseille, comme on parlait du teint, c'est de vraiment aller par petites touches. Je te montrerai, on va faire le blush et un peu de mascara. 2 heures plus tard, Caroline est métamorphosée. Et elle va bientôt pouvoir se découvrir. Je valide à 300%. C'est un beau boulot. Oui. Merci Joséphine. Tu es prête? Oui. Enfin 3, 2, 1. Ah oui, là... ah, j'aime bien la coupe. Oh la vache. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît. La couleur, ça donne bien. Les petits reflets ici. Les petits reflets aussi te plaisent? Ouais. Juste un peu laisser repousser, quoi, mais sinon, ouais. Ah, ça y est, t'as décidé à les laisser repousser. C'est déjà un super bon point. Caroline est aux anges. Elle ne s'attendait pas à un tel résultat. Pour finir, il ne reste plus qu'à troquer ses baskets et son sweat à capuche contre une tenue plus féminine. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire déjà? Réaction à chaud. À chaud, bon, je sais pas. Ça change un petit peu de l'univers sportswear. Ouais. Et la difficulté, ça va vraiment être pour le coup de la passer sur de la jupe, sur du collant. L'idée, c'est vraiment de l'amener à modifier aussi son regard sur elle.
Laetitia va donc tenter le tout pour le tout en proposant une robe à Caroline. Ouh! Attends, c'est du gâchis de laisser ça là-dessous, là. Moi, à chaque fois, je découvre des merveilles. Quand vous enlevez les pantalons, mesdames, je dis ôtez vos pantalons parce qu'on découvre des mollets d'acier. Pour toi, c'est vraiment importable, ça? Ouais, j'oserais pas sortir du magasin, là. Ouais. Caroline n'aime définitivement pas les robes. Elle opte finalement pour une tenue qui lui ressemble davantage. Décontractée, mais tout de même féminine. Alors? Dans ma tête, le choix, il est fait. Ouais, dis-moi. J'aime bien ça. Ouais. La jeune femme a enfin trouvé un style qui lui convient. C'est un succès pour Laetitia. Est-ce que tu es contente de ta journée quand même, Caroline? Oui, ma journée, ouais. Je m'étonne d'être aussi détendue. Tu t'étonnes d'être aussi détendue? Ouais, même si j'ai pas les postures qu'il faut, on va dire, parce que bon, bah voilà, mais je m'étonne d'être aussi détendue. Ce dont je suis ravie, c'est que tu puisses sourire et te regarder et t'apprécier en tant que femme aujourd'hui. Et compte sur toi vraiment pour continuer d'avancer là-dessus. D'accord? C'est checké? C'est checké. Alors, on y va? Bon, là. Caroline, qui est revenue nous voir, et sa maman, Gisèle. Alors, est-ce que je peux vous voir debout, Caroline? Qui a choisi cette tenue? C'est moi. Sur les conseils? Sur les conseils de Laetitia, oui, oui. Bon, vraiment... Est-ce que je peux donner mon avis? Allez-y. Bon, alors, moi, je trouve que le haut est pas mal, oui. mais le pantalon, à mon avis, elle n'a pas dû vous conseiller cette forme quand même, Laetitia. Non, mais c'est déjà mieux que le pantalon de l'autre émission. C'est un autre pantalon. D'accord, c'est déjà mieux, mais enfin, c'est déjà quand plus même... droit. Ouais, c'est pas très féminin quand même. Hein. Ouais, mais enfin, je n'ai pas encore été faire les boutiques à fond. Bon, hein. Mais en revanche, le rose, c'est bien. Ah, voilà. Vous en avez déjà porté du rose? Non. pas vraiment. Non, vous pouvez vous rasseoir. La coiffure formidable. Et les boucles d'oreilles, alors vous avez laissé tomber? Oui, c'est encore un peu difficile, les boucles d'oreilles. Vous n'êtes pas obligé d'en porter de si grosses. Il y en a des toutes petites qui existent aussi. Ah, oui, mais c'est un peu difficile encore. Ça viendra petit à petit. Et les cheveux, vous allez les laisser pousser ou toujours aussi court? Un peu plus. J'aime bien la coupe qu'on m'a donnée. Et c'est vrai que j'ai déjà quelques petites idées d'autres coupes aussi. Donc, dans le même genre, un peu plus long, un peu effilé, dans le même genre, ça. un peu plus long, c'est ça. Un peu garçonne, mais plus féminin. Oui, c'est ça, ouais. Bon, en tout cas, c'est spectaculaire quand même ce changement. Je vois votre maman à côté de vous. Qu'est-ce que vous pensez du changement de votre fille? Ah ben, j'en suis heureuse. Parce que pendant des années, je lui ai demandé de justement s'habiller un peu plus fémininement, mais elle a toujours refusé. Ouais. Et ici, j'ai l'impression qu'elle a eu un déclic. Oui. La façon dont elle me l'a expliqué, quand elle est sortie de... Vous étiez présente, madame, ce jour-là? Non. C'est elle qui me l'a expliqué. Elle vous a expliqué quand quoi, elle s'est vue dans le miroir, qu'elle a repris sa tenue de pull capuche, elle s'est effondrée. Parce que elle était moins féminine et... En fait, durant le relooking, je me suis retrouvée face à une jeune fille de 23 ans que je ne connaissais pas. C'est comme si j'avais quelqu'un devant moi. C'est pas comme si je me regardais dans un miroir, c'est comme si j'avais quelqu'un devant moi. Et c'est vrai que cette jeune fille me plaît énormément. Et quand j'ai dû aller me rhabiller pour remettre mes habits et pour reprendre mon train, je me suis revue dans ce miroir avec mon pull à capuche. Et là, ça a vraiment fait le choc. Je me suis vraiment... j'ai pleuré parce que je me suis dit, voilà, c'est pas possible. Comment j'ai pu passer... Donc ça veut dire qu'en remettant vos habits, vous avez l'impression de revenir en arrière, quoi. Ça m'a foutu une claque en remettant mon pull à capuche. J'ai reçu une bonne claque, je pense. Ça m'a retourné, vraiment. On dirait... ça me fait penser à La Belle et la Bête. C'est laisser sa peau et tout d'un coup, il y a un autre personnage. Oui, parce que la journée a vraiment été forte en émotions. Parfois, on se perd un peu dans les émotions parce que c'est vraiment intense. Hein. C'est tout ça en une journée, ça vous fout une claque. Bon, alors, si je comprends bien, Caroline, la première fois, vous avez eu un électrochoc en plateau quand vous avez compris que finalement, vous aviez pris la place de ce frère décédé en refusant votre féminité. Inconsciemment. Et puis là, pendant cette journée, vous avez donc
entreaperçu la jeune femme que vous êtes vraiment, finalement. C'est ça, oui. Je me Donc suis découvert. c'est un deuxième électrochoc. Un deuxième électrochoc, oui. Décidément, il y en a eu... Ça a été... Et à mon avis, c'est pas terminé. Hein. Non. On attend le troisième. Non, parce que... Qu'est-ce que ça va être le troisième? Ah, je ne sais pas. Je ne sais une pas bonne non plus. surprise. Ce serait quoi pour vous une bonne surprise? Ouais, qu'elle continue. Je pense que ça ne peut pas se faire en une fois. C'est impossible. Donc, c'est comme la chenille qui se transforme en papillon, quoi. C'est un petit peu à la fois. Qu'elle continue, vous aimeriez qu'elle arrive à quoi? Oh, ça, c'est sa personnalité profonde qui va ressortir. Moi, en fait, donc cette journée, c'est vraiment le mot, j'ai vécu un électrochoc. Quand j'y repense aujourd'hui, j'ai aimé, comme disaient les jeunes, j'ai kiffé. Et Vous avez aimé quoi? Ça a dû vous déstabiliser quand même quand je vous ai proposé de vous faire relooker. Oui, parce que quand je suis repartie, j'ai dit non, jamais, 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 jamais. Et ça m'a vraiment trotté toute la nuit. Ouais, franchement, je ne m'y attendais pas à ce que vous me le proposiez. Et c'est vrai que j'ai repensé. Et le faire seul, je ne l'aurais jamais fait. Et les paroles d'Yvonne? Moi, ce qui a vraiment fait mouche, en fait, ce que j'ai compris quand Yvonne m'a parlé, ce qui a vraiment fait mouche, c'est qu'Yvonne a fait passer vraiment ce message en me disant, voilà, le jour où tu décideras de changer, tu ne céderas pas face à la société. Moi, j'interprète ce qu'Yvonne a dit. Tu ne céderas pas face à la société parce que tu le feras pour toi. À nouveau, c'est comme je l'expliquais, c'est ce combat du petit David contre Goliath. Je n'avais pas envie de céder parce que je m'aimais comme j'étais. J'ai reçu tellement de critiques que... Mais sauf que, Caroline, vous-même, vous avez dit que la jeune femme que vous avez entreaperçue, vous avez séduit. Oui, elle m'a séduite. Bon. Et encore aujourd'hui. Donc, ça veut dire que finalement, est-ce que c'est un combat contre la société en restant garçonne et en luttant contre les clics, ou tout simplement en essayant de devenir celle que vous êtes peut-être? Non, parce que justement, j'ai compris que ce combat, je ne le perdais pas en réalité. J'ai compris que je le faisais pour moi. J'ai vraiment compris ça. Alors peut-être qu'après, les gens ne comprendront pas en se disant mais elle vient d'un côté dire qu'elle se sent bien comme elle est en garçon, malgré le fait que je suis toujours... non, mais il faut vrai. comprendre qu'en fait, ma personnalité à moi, elle ne change pas. Elle est toujours là, elle est toujours au fond de moi. Et ce que j'ai vécu, c'est vraiment une chance qu'on m'a donnée. Et parfois, dans la vie, il faut pouvoir prendre ces chances-là. On ne s'y attend pas. La vie, elle nous joue parfois des tours, elle nous offre parfois des surprises. Moi, je ne m'y attendais pas. Et c'est vrai que... Mais de quoi vous parlez? Du relooking. Ah ben voilà, vous y attendez pas, mais moi, je pense que c'est révélateur pour vous. Oui. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'éclore en vous. Ça, oui. Et qui va finalement... Plutôt que de vous enfermer dans un combat contre la société, peut-être vous allez être tout à fait en osmose avec votre environnement. Quoi. Oui, parce que je l'ai fait pour moi, parce que je le voulais pour moi, parce que ça a été ma décision en fait. On me l'a pas imposé. Bah, c'est formidable hein, quand même. Ah oui, c'est fantastique. C'est vraiment pas de géant. Oui, c'est vraiment une main qui s'est présentée et puis voilà, elle l'a prise. Elle n'a pas hésité. Enfin, quelque temps. Mais elle n'a pas hésité. Et est-ce que vous acceptez de voir votre Caroline se transformer à ce point? Naturellement, j'en suis heureuse. D'accord. J'en suis heureuse. Et j'espère que ça va lui amener que d'autres portes vont s'ouvrir. Moi, j'aime beaucoup Caroline. Beaucoup. Elle me touche beaucoup. Et puis, je suis fière d'elle. Merci. Vraiment fière d'elle. Merci d'être revenue. Alors, un petit mot. Et moi, je vous dis que Caroline ne va pas s'arrêter là et qu'elle va nous surprendre. Vous reviendrez nous voir hein, pour nous donner des nouvelles. Caroline. Oui, bien sûr. Vous reviendrez, parce qu'à mon avis, vous allez faire plein de trucs. En robe. La prochaine fois, en robe. Avec des cheveux un peu plus longs. Moi, je vous imagine très bien. Oui. Hein, genre un peu ma coupe, là, un peu déstructurée. Non? Peut-être à la Cécile de France. J'aime bien ce... Exact. Oui. Ça vous irait très bien. Bon. Voilà. N'oubliez pas, dans le cadre de la semaine en avant toute, France 2 vous propose ce soir un très beau film, 3 femmes en colère, avec Marina Vladi. Un hommage très réussi à ces femmes qui se sont battues pour défendre nos droits à toutes. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci.
Il m'a fait une promesse, il m'a dit qu'il ne m'oublierait pas, qu'il m'aimait et qu'on allait se revoir. Depuis des années, ils recherchent un être cher. Dans toute une histoire, ils vont lancer un appel. On a envie de mettre un visage sur un nom, on a envie de savoir d'où on vient. L'image que j'ai de lui, la plus forte, c'est de le revoir à travers le hublot, puis me faire en voir. Tu me manques, tu m'as toujours manqué. Je ne juge pas, rien, j'ai juste besoin de te serrer dans mes bras. On n'a qu'une vie, j'ai qu'un père et il me manque terriblement. Si j'avais l'occasion de le retrouver, ça serait super, quoi. Et les retrouvailles vont avoir lieu bien plus vite qu'ils ne l'espéraient. Ça fait un demi-siècle que vous n'avez pas vu votre ami. Il est là. C'est vrai? C'est pas vrai. Est-ce qu'il pourrait ressembler à cela? Mais comment réagiront-ils en retrouvant cet ami, ce père ou ce frère qu'ils n'avaient jamais connu?